Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de Déclic sur le thème de l'école élémentaire. Nous accueillons aujourd'hui alors Karine Sévère, qui est enseignante et conseillère pédagogique. Bonjour. Voilà. Céline Bianco, qui est professeure des écoles et aussi directrice d'une école élémentaire en réseau d'éducation prioritaire. Et Mylène, de Sainte-Marie, qui est enseignante, professeure des écoles à Paris. Bonjour à tout le monde. Voilà. Alors, pour démarrer, donc vous avez toutes les trois rencontré à un moment donné la communication non violente. Et j'aimerais là que l'on puisse voir déjà qu'est-ce que ça a pu changer dans votre manière de vivre l'école en tant que professionnelle de l'éducation. Donc, est-ce que Mylène, tu serais d'accord pour démarrer? Oui, Véronique. Voilà. Ouais. Donc, quand est-ce que tu as, toi, rencontré, que tu t'es formée à la CNV? Alors, moi, je me suis formée à la CNV en 2013. Voilà. Et donc, j'ai découvert la CNV et ça m'a vraiment permis de changer en fait ma relation aux enfants, aux parents, aux collègues et à moi-même. Et donc, ce que ça m'a vraiment permis, c'est d'être dans des liens en fait vraiment authentiques avec les enfants. Ça m'a permis aussi de pouvoir en fait les accueillir dans leurs émotions, de les écouter au-delà de ah oui, d'aller vraiment plus profondément. Et du coup, ça a vraiment nourri dans ma relation avec les enfants et également les parents de la sécurité et de la confiance. Et je vois que du coup, ça me permettait vraiment d'accueillir les parents avec toutes leurs peurs, leurs inquiétudes sans les prendre en critique sur moi, mais vraiment de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passait pour eux. Et aussi par rapport aux enfants, par rapport à à leur comportement, à ce qu'ils pouvaient dire, au lieu de les prendre pour moi, de savoir en fait, ils parlaient d'eux et d'un besoin qui n'était pas nourri chez eux. Et donc d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passait pour toi? Et aussi de poser mes limites à moi et de dire, ok, mais alors j'aimerais que tu me l'exprimes peut-être autrement. Voilà, ou comment tu pourrais avoir un autre comportement qui soit plus en lien avec les autres, qui soit plus clair, qu'on comprenne plutôt que de nous insulter ou de taper. Et en fait, ça m'a vraiment permis de pouvoir les accompagner en fait dans de la bienveillance, de la douceur et de la clarté. Voilà, donc moi je vois vraiment dans mes relations, il y a vraiment quelque chose qui est passé de quelque chose de plus doux et de plus confiant avec les personnes, en fait, que ce soit les adultes ou les enfants. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça m'a beaucoup apporté. Et également, je vois que par rapport à des espaces où j'étais stressée, inquiète, où je me sentais démunie dans la classe, de faire de l'auto-empathie et ensuite de prendre un temps peut-être en dehors de la classe parce que je n'ai pas forcément le temps sur le moment. Et ça me permettait aussi de voir voilà, qu'est-ce qui se passait pour moi et peut-être qu'est-ce que je pouvais faire autrement et aussi d'exprimer en fait aux enfants comment je me sentais que là c'était trop compliqué pour moi. Là par exemple il y avait trop de bruit. Pour moi c'était important de travailler peut-être plus dans le calme ou dans la coopération, comment on pouvait faire ensemble. Et voilà, au lieu de leur crier dessus, de prendre ma responsabilité aussi de ce qui se passait chez moi et de pouvoir leur parler de moi, quoi. Et je vois que de faire ça, ça permettait à eux de parler d'eux aussi dans ce qui se passait. Donc ça a vraiment aussi permis que chacun reprenne un peu aussi sa part de responsabilité. Donc voilà, ça m'a permis donc
ça me permet, parce que je dis m'a permis, mais en fait, ça me permet parce que c'est toujours là aujourd'hui. Voilà, d'être en fait dans une posture où je prends la responsabilité de mes émotions, de ce qui se passe pour moi, de pouvoir le dire dans une certaine clarté. Et du coup, de permettre aux enfants aussi qu'ils expriment de cette façon-là ce qui se passe pour eux. Donc, c'est vraiment voilà, ce qui se passe pour moi aujourd'hui et ça me permet d'être vraiment dans des relations plus apaisées avec les enfants. Et ce que je vois, en fait, vraiment le plus gros pas que ça m'a permis de faire, c'est vraiment de les accueillir là où ils sont et là comme ils sont et de sortir un peu de « Ah bah lui, c'est un bavard, lui, il est pénible, lui, il est violent ». Voilà, de sortir aussi des étiquettes qu'on peut leur mettre et de les voir aussi dans leur globalité. Et ça, je vois que ça me soutient beaucoup pour quand, avec un enfant, ça a été un peu dur la journée, le lendemain, de vraiment pouvoir l'accueillir comme il est, quoi. Voilà, dans toute son humanité. Et de ne pas garder en mémoire voilà, quelque chose un peu comme une rancœur quoi, que j'aurais pu avoir avant. Voilà. Merci Mylène. J'en profite juste pour faire un petit rappel, ou non, je ne l'ai pas dit au début en fait. Les personnes qui participent à ce webinaire peuvent poser des questions par écrit avec la touche Q et R qui est en bas avec des petits signes, des bulles. Donc c'est exclusivement par écrit. Si vous avez une question technique, Christophe, qui assure la technique pour nous, vous répondra. Si vous avez un problème technique, une question, d'ailleurs, je vois qu'il y en a une qui arrive. Et puis, du coup, sinon, je poserai à un moment donné les questions que vous me posez. J'essaierai de les relayer aux conférencières. Donc, je donne maintenant la parole à Céline pour qu'elle nous dise un petit peu comment elle s'est formée à la CNV, ce que ça lui a permis de vivre. Oui, alors moi j'ai commencé à me former à la CNV en 2011 et très vite ce que j'ai vécu dans les stages a eu un impact sur moi, sur ma relation à moi-même et également sur mes relations aux autres, hein, que ce soit mes collègues, mes élèves, les parents. Et ce que ça m'a permis de vivre de plus en plus au quotidien, c'est l'authenticité, c'est-à-dire de mettre en acte l'authenticité que j'avais envie de vivre dans mes relations au travail. Ça m'a permis d'oser. Et ce que ça m'a permis également dans les différentes relations, c'est de mettre du sens sur ce qui se passait, ce qui se passe, je dis au présent, hein, puisque je le vis encore évidemment au quotidien, c'est de mettre du sens sur ce qui se passe sur moi et mettre du sens sur les situations. Et ça, pour moi, ça crée vraiment le lien de confiance avec les élèves, les parents et les collègues. Ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis de mettre un cadre bienveillant et ça a eu un impact sur ma pratique de classe puisque à l'époque où j'ai commencé à me former, j'avais une classe de CE2 et quelques mois après mes 3 premiers stages, j'ai eu vraiment l'élan de mettre en pratique ça dans ma classe et notamment par rapport aux règles de vie hein, qu'on appelle généralement dans les classes et que j'appelle maintenant nos accords de classe, nos accords de groupe. Voilà. Donc le cadre que j'ai mis, que je mets maintenant est influencé par mes formations et repose sur nos besoins à l'école. Voilà. On part de ça pour mettre en place notre cadre de l'année. Merci Céline. Karine, tu veux prendre le relais? Tu nous entends? Est-ce que tu pourrais mettre le micro? Alors, je vois qu'il y a… Le micro est coupé. Alors, je vais rétablir le son. Hop. Rétablir le son, ça devrait fonctionner là. C'est bon, voilà. C'est bon? Oui. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, moi, à quel moment j'ai découvert la CNV? J'ai commencé à me former en fait en 2016, début 2016. Et c'est vrai que depuis, je suis en cheminement.
Et pour moi, ça a vraiment été un bouleversement, je dirais, personnel, autant que professionnel. Et ça m'a invité vraiment à ralentir au niveau du rythme, d'avoir une autre conscience du rythme. Et aussi de voir les jugements, de voir mes propres jugements et d'accueillir ceux des autres. Pour moi, ça, c'est quelque chose de primordial. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de jugement aujourd'hui, hein, j'en ai, mais par contre, je les vois et je suis capable de les accueillir. Et ça m'a vraiment permis d'affiner, parce qu'on entend beaucoup dans l'éducation nationale le mot bienveillance. Et je dirais qu'avec la communication bienveillante, j'ai pu affiner en fait cette notion, parce que je pensais, moi, être bienveillante. Et d'une certaine façon, je pense qu'il y avait une part de bienveillance, mais ce n'était pas ça, on va dire. Il y avait besoin d'affiner. Et aujourd'hui, au quotidien, je dirais que ça soit avec les parents, les collègues, les enfants, il y a vraiment une qualité de relation. J'entendais Céline parler d'authenticité. Donc, c'est être authentique avec soi, mais c'est aussi l'être avec les autres, être dans cette posture. Parce que je pense qu'il y a vraiment eu, de mon côté, une évolution dans ma posture, dans ma façon d'être. Et d'accueillir déjà mes propres émotions. Il y a eu tout un travail sur moi qui m'a demandé du temps. Et j'ai eu des maladresses avec mes collègues parce que je respecte pas le rythme des autres, mais j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. Et je pense que c'est important de le dire parce que c'est vraiment un travail sur soi qui demande du temps, de la patience, mais qui permet rapidement, je dirais, qui apporte vraiment de l'apaisement, de la sérénité dans les relations et aussi de gérer les conflits de façon constructive. Donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et de ne plus avoir peur du conflit. Et de par notre posture, les élèves s'en imprègnent aussi et sont amenés à gérer les petits conflits entre eux sans solliciter de la même façon les adultes. Donc je trouve ça vraiment intéressant dans une école. Tu vois à quel point ça sert l'autonomie, c'est ça? Ah, tout à fait, oui. L'autonomie et la coopération. Parce que comme ils sont authentiques, ils ont envie de s'entraider et les collègues l'ont remarqué aussi que les conflits se géraient de façon beaucoup plus fluide à présent dans l'école. Voilà ce que je peux partager, ce qui me vient. Mais c'est vraiment un apaisement, je dirais un alignement avec soi. C'est vrai que c'est quelque chose de... Je me dis comment je pouvais vivre avant et puis quand je vois les bienfaits que ça a aujourd'hui. Donc, quand tu parles de bienfaits, c'est comment tu te sens dans ton poste, dans ton action, par rapport aux élèves, par rapport aux parents, c'est ça? Déjà, c'est vis-à-vis de moi comment je me sens. Je suis plus sereine, plus apaisée, je dirais aussi. Ça apporte une certaine tranquillité et que le ressenti que j'ai, c'est aussi que les autres s'en imprègnent. Ouais. Et que la qualité des relations, l'authenticité, j'ai envie de dire petit à petit, les enfants, les collègues, les parents aussi se permettent d'être authentiques. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça va dans les deux sens quelque part. C'est vraiment un échange. Par rapport à ça, c'est Céline qui me partageait, qui m'a partagé donner du sens à un non. À quel point la communication non violente te donne du soutien aujourd'hui que tu as pris ce poste-là depuis 4 ans de directrice. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur ce point que j'ai trouvé tellement intéressant? Oui, en parlant de sens, la première fois que j'ai pris conscience de ça, j'étais encore dans la classe et je le vis là encore en tant que directrice. Une mère n'était pas contente parce que sa fille n'était pas allée à la piscine. Et là, pour la première fois, après mes formations, je me retrouvais face à une situation d'une maman un peu agacée. Et j'avais pris une décision en lien avec une équité, mon besoin d'équité entre les élèves. Et je lui ai partagé simplement au téléphone. Et là, elle m'a dit « Ah oui, oui, je comprends votre choix. » Et ce que je remarque, c'est que chaque fois qu'on nomme un besoin et que ça permet, ce besoin permet d'expliciter et donner du sens. Et là, les parents comprennent de suite notre choix
Et on peut toujours discuter évidemment sur la chose et en même temps, voilà, ils comprennent que ça s'appuie sur quelque chose qui est important pour nous. Voilà. Et qui fait sens pour nous. Et voilà, c'est plus facile après de le partager, de se comprendre en fait. Voilà. Et ça permet vraiment d'apaiser les relations avec les parents. Et c'est vrai que dans mon travail de directrice, j'ai beaucoup de moments où les parents viennent me demander des explications sur ce qui se passe à l'école et leur donner un temps vraiment d'accueil et d'écoute en les écoutant sur ce qui est important pour eux permet vraiment d'apaiser les situations. Et ça, vraiment, je l'ai appris grâce à la communication non violente, dans les stages où on apprend à écouter. Qui m'a permis de développer une posture d'écoute qui est vraiment au service de la relation avec les parents, notamment dans ma fonction de directrice, parce que c'est très précieux ce lien avec les parents. Pour revenir sur le lien avec les parents, est-ce que vous avez, ça a changé aussi votre lien avec les parents dans la classe? La communication non violente, oui. Alors justement, c'est en écoutant Céline et Karine que moi justement, ça m'avait dit, en fait, moi, ça m'a permis de plus avoir peur en fait des parents. Parce que je vois beaucoup de mes collègues qui ont peur des parents et plus ils sont loin, mieux c'est parce qu'il y a vraiment une insécurité par rapport au jugement qu'ils pourraient avoir. Et du coup, je vois que en fait, ça a créé chez moi une certaine sécurité dans le fait de pouvoir accueillir ce qu'ils allaient me partager et de pouvoir aussi parler de mon point de vue. Et du coup, ça m'a permis l'ouverture, quoi. Et du coup, j'ai pu expérimenter que plus on ouvrait la classe aux parents, et plus en fait, il y avait de la sécurité et de la confiance qui s'installait en fait dans la relation. Et du coup, avec les enfants qui voyaient leurs parents aussi entrer dans la classe. Et je suis vraiment maintenant une fervente défendrice de ouvrez les écoles et permettez aux parents de venir parce que ça apaise beaucoup les parents qui ont beaucoup d'inquiétudes parce que moins on voit, plus on a peur. Et je vois comme ça crée du lien en fait et ça leur permet de laisser leur enfant avec conscience et en plus, ça, il y a quelque chose qui se passe chez l'enfant quand l'enfant voit ses parents rentrer à l'école, être vraiment en relation avec son enseignant. Il y a aussi quelque chose au niveau de la sécurité qui se joue. Et je vois aujourd'hui à quel point ça nous permet de vivre de la coéducation, en fait, vraiment. Mais voilà, ça m'a vraiment soutenue, en fait, voilà, la CNV par rapport à cette relation. Et de plus les mettre loin, mais voilà, d'ouvrir. Et j'ai envie juste d'ajouter, peu importe en fait ce que les parents ont à nous dire, hein, que je te rejoins Mylène dans ce que tu dis, parce qu'on est dans l'acceptation en fait, comme si c'était inconditionnel, on peut tout accueillir dans ce qui va être dit, parce qu'on sait que derrière il y a un besoin, il y a quelque chose qui est tellement important pour eux. Tu as pu danser. Ok. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose qui vous venait sur cette relation avec les parents? Oui, moi je veux bien rebondir. Il y a la qualité de la relation, je dirais, orale, mais il y a aussi la qualité de la relation dans les écrits. Parce que parfois, je pense avoir été maladroite. Et dans la façon d'écrire aussi, je tiens compte justement de ce que j'ai pu apprendre grâce à la communication non violente. Dans la formulation, je suis très vigilante en fait. Maintenant, ça se fait de façon de plus en plus naturelle. Et j'ai des collègues qui viennent me demander ou qui me demandent de relire leur courrier ou leurs mots pour être sûr d'être dans la bienveillance, justement, pour respecter les parents. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de nuancer comme à l'oral, l'écrit. Donc, tu prends vraiment soin de la relation, que ce soit à l'oral ou à l'écrit? Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. Parce que l'écrit, sans s'en rendre compte, peut être violent pour les parents. En fin de journée, qui reçoit un mot, voilà, ça demande une vigilance, je pense. Alors, dans les différentes choses que vous avez pu mettre en place dans vos classes et qui ont apporté
de votre point de vue, qui ont apporté un vrai changement. Il y avait notamment les accords de groupe. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Mylène, est-ce que tu serais OK de démarrer avec ce point de comment tu as pu mettre ça en place et Oui, alors on rajoute. Oui, dis-moi. Alors moi, j'ai travaillé pas mal avec des CP. Et là, je suis en maternelle, donc je l'ai fait aussi un peu, mais bon, on va moins loin quoi, avec les petits. Mais du coup, c'était parler, OK, pour construire les accords de groupe, c'était construire voilà, une vie de classe ensemble. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'être bien ensemble? Et c'était vraiment partir là-dessus. Et du coup, la question, c'était... de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien en classe? Alors du coup, ça a été, on a besoin de calme, besoin d'être tranquille, besoin qu'on respecte mes affaires, besoin d'être écouté, besoin d'apprendre. Donc on est parti vraiment de tout ce qui se passait pour eux. Donc à un moment donné, je les ai mis en petits groupes pour qu'ils réfléchissent aussi ensemble, voilà, à 2, 3. Et puis après, on a partagé. Et donc on a vu, voilà, les différentes choses qui étaient importantes pour nous en classe. D'être au calme, d'être tranquille, que ce soit dans son corps ou avec ses affaires, de bouger aussi, d'apprendre, d'écouter. Et du coup, après tous ces besoins qu'on a vus, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire, quel comportement on peut avoir pour pouvoir vivre ça. Donc, par exemple, ce qui sort le plus rapidement, c'est un peu les habitudes qu'ils ont. C'est voilà, quand moi j'aime être écoutée quand je parle et j'aime aussi entendre les autres quand ils s'expriment. Donc, du coup, ce que je propose, c'est voilà, qu'on lève la main quand on a envie de parler. Donc, après, on regarde, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette façon de faire? Oui, ça va. Donc, je l'écris. Ensuite, voilà, par exemple, j'ai besoin de bouger et tout. Comment on fait? On peut jouer pendant la récréation. Ok, donc j'écris, on peut bouger pendant la récréation. Et il y en a un qui dit, oui, mais si on a envie de bouger en classe, comment on peut faire? Peut-être que je peux bouger les pieds. Maîtresse, peut-être on peut aller se promener dans la classe. Et on voit si ça convient à tout le monde. Si c'est possible, si c'est pas possible, parce qu'il y en a un autre qui dit non, tu vas me gêner moi si tu te balades dans la classe. Ok, comment on peut faire? Peut-être je peux juste sortir, aller aux toilettes, revenir. Enfin voilà, on cherche des choses qui sont possibles ensemble. Et si moi je suis pas d'accord, parce que je dis voilà, si vous sortez de la classe et vous allez tout seul aux toilettes, moi je sais pas au niveau de la sécurité si ça me va. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Peut-être maîtresse, on pourrait prendre un temps juste avant entre deux travaux, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour bouger. D'accord, on va essayer. Et donc, pour que ce soit le calme, pour être tranquille, pour pouvoir jouer, pour avoir du mouvement, voilà, on cherchait les comportements qu'on pouvait avoir. Et puis, je les écrivais, si c'était validé par tout le monde. Et puis, on testait, voilà, dans la vie de classe. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et en fait, on faisait des bilans. Voilà, alors comme au début, quand on mettait les accords de groupe ensemble au début de l'année, on faisait un bilan le lendemain matin. Voilà, c'était un peu au niveau du temps, c'était le lendemain, on revoyait. Est-ce que on revoyait tous nos accords de groupe? Et puis on disait, est-ce que ça fonctionne? Oui, on le garde. Non, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc ça, c'était vraiment au début de l'année. Puis après, on le faisait un peu plus loin dans le temps, donc on le faisait tous les 15 jours, on revoyait. Et puis ensuite, c'était seulement lors des conseils d'enfants où on en reparlait. Et donc, ils sont modulables toute l'année. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé et qui nous viennent. Et du coup, on allait le rajouter. Voilà. Et en trouvant toujours quel comportement on peut avoir pour pouvoir vivre ça. Et donc, ce qui était important pour moi aussi, c'était de l'écrire en positif. Ce n'était pas je ne dois pas faire ci, je ne dois pas courir dans la classe. Voilà, on disait qu'est-ce qu'on peut faire? Je marche à petits pas. Ok, alors on marche à petits pas. Et donc, parce que pour moi, les enfants, c'est plus facile de leur dire ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, quand on leur dit clairement, tu te souviens, on a dit qu'on marchait à petits pas. Ah oui, il sait ce que ça veut dire. Mais si je dis il ne court pas, voilà, peut-être il va marcher vite. Voilà. Donc vraiment, c'était ça qui était important pour moi. Donc ça nous a permis en fait vraiment de créer ensemble et avec leur façon de voir, avec
leur façon d'être, c'était eux qui trouvaient quel comportement on pouvait mettre. Donc, c'était accessible en fait pour eux et c'était réalisable. Donc, c'est ça que je trouve vraiment chouette dans les accords de groupe, c'est que ça vient d'eux et c'est créé pour eux et suivant leurs besoins. Et ce n'est pas l'enseignant qui pose ça. Et ça prend en compte à la fois les besoins de l'enseignant, les besoins des élèves. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enseignant, voilà, il peut ajouter des stratégies ou des besoins qui n'ont pas été nommés. Par exemple, moi je disais, moi aussi j'ai besoin de sécurité et pour moi, ça va être comment on va descendre les escaliers. Voilà, donc on va peut-être se mettre par deux ou on se met à la queue leu. Voilà, on cherche les stratégies qui veulent. Donc peut-être pendant un temps, ça va être par deux, puis finalement, ça ne va plus aller, puis on va se mettre à la queue leu. Sachant que moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on descende tranquillement les escaliers. Après, moi, je n'ai pas d'exigence sur soit par deux ou à la queue leu, et on voit avec la classe. Et du coup, il y a quelque chose comme de la création. Tu parlais d'autonomie tout à l'heure. Voilà, aller vers l'autonomie, prendre sa responsabilité et pouvoir aussi proposer des solutions. Donc, il y a quelque chose comme se prendre en main, en fait, en tant qu'enfant, qu'on en ait 6 ou qu'on en ait 3, on a des capacités aussi de proposition. Merci Mylène. J'ai des questions qui vont peut-être venir sur ce qu'on pourra mettre sur les transgressions. Alors, des questions qui parlent de comment travailler les conflits, quand il y a des tensions, des mésententes. Alors, peut-être qu'on peut commencer par la question de la transgression par rapport déjà aux accords. Donc, les unes comme les autres, vous avez mis en place donc, des accords de groupe. Est-ce qu'on pourrait déjà voir qu'est-ce qui se passe quand il y a transgression? Parce que ça peut être déjà une source de grippe. Et puis ensuite, passer sur la question des conflits. Si l'une d'entre vous peut prendre la question. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une transgression, la transgression des accords de groupe? Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, moi, je veux bien prendre un peu la parole. Quand il y a transgression, quand il y en avait, on se référait au panneau où était indiqué où il y a les accords de groupe, où il y a un petit picto avec une phrase. Et c'est vrai que bien souvent, on rappelait cette règle et ça suffisait. Parce que comme ça a été élaboré, construit ensemble, comme le disait Mylène, là, il y a une part de responsabilité de chacun, il y a eu un engagement. Et donc, on rappelle ça en rappelant le cadre. Et parfois, ce n'est même pas moi, enseignante, qui rappelais ces accords. C'est d'autres enfants qui venaient ou qui lui montraient sur le panneau que ça serait bien qu'ils respectent ça, qu'on l'avait établi ensemble. Alors, c'est vrai que certains enfants ont besoin qu'on leur rappelle plusieurs fois, mais c'est ce qu'on fait. Mais dans la mesure où on le fait d'une façon aussi, comme moi, j'étais plus sereine, plus apaisée par rapport à ça, forcément que c'est fait dans d'autres conditions que lorsqu'on arrive à bout et que ça va sortir de façon un petit peu, on va dire, maladroite ou agressive, même quand on est agacé. Parce que la communication non violente nous apprend vraiment aussi à nous relier, nous, à nos émotions et à clarifier nos besoins. Et si je suis capable, moi, d'être suffisamment équilibrée, ça me permet aussi de mieux réguler quand il y a des transgressions. Et si ça ne suffit pas, c'est ensemble, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Mais c'est là aussi, c'est collectivement. Ce n'est pas la prise de décision d'une personne ou d'un adulte. C'est ensemble. Et ça a un impact beaucoup plus important sur l'enfant que quand c'est on va dire, on vient à échanger, à partager autour de ça, que si ça venait de l'adulte. Je crois que Céline, tu avais aussi une expérience par rapport à la transgression, au conflit, etc. Tu peux peut-être nous en parler? Parce que là, c'est des choses très pratiques. Alors, je vérifie que tu as le micro qui est mis. Je ne t'entends pas. Oui. Alors, par rapport à la transgression, au conflit, c'est vrai que dans mon rôle de directrice, je reçois souvent des enfants en conflit. Et donc là, les formations en communication non violente m'aident beaucoup, déjà en termes de posture, c'est-à-dire que dorénavant, je suis beaucoup plus calme en fait pour gérer les conflits, alors qu'avant, c'était vraiment une source de stress pour moi.
Et ce qui me permet ça, donc c'est la posture que j'ai acquise au fur et à mesure des années, notamment en me donnant de l'auto-empathie quand il se produit quelque chose. Et quand les enfants viennent dans mon bureau, alors il faut savoir que des fois, il y a des... Voilà, ils en viennent aux mains, qu'il y a des bagarres assez importantes qui peuvent se produire. Alors moi, je fais le choix de voir dans un premier temps les enfants de façon séparée. Et j'essaye de voir avec eux ce qui s'est passé et je les écoute. Voilà, je me relie à eux en termes, voilà, je vois ce qui s'est passé d'un point de vue des émotions, ce qui est important pour eux. Et ensuite, pour chacun d'entre eux, et ensuite, on est ensemble. Et à partir de là, eh bien, je fais une médiation entre les deux élèves qui reformulent l'un et l'autre ce qui s'est passé pour l'autre. Et je traduis, si besoin, je les aide, je traduis en émotions et besoins. Et j'ai commencé cette pratique très rapidement après m'être formée à la CNV. Et souvent, j'ai demandé à mes élèves, alors qu'est-ce que ça vous apporte cette façon de faire? Parce que j'avais besoin vraiment de vérifier auprès d'eux si voilà, ils ressentaient les choses comme moi je les ressentais. Et voilà, c'était vraiment important pour moi de m'appuyer sur le ressenti. Et à plusieurs reprises, des élèves de CE2 et même plus jeunes m'ont dit, ben moi, ça me permet de lâcher. Voilà, ça me permet de lâcher ce que j'ai à l'intérieur, notre façon de faire. Et j'ai même un élève qui m'a dit, ben, ça permet d'évaluer la gravité de la situation. Voilà. Donc, pour moi, c'est important, bon, la pratique et en même temps ce retour des élèves, voilà, qui m'a confortée sur cette façon de faire et sur cette posture. Pourquoi je vérifiais aussi? Parce que certains parents étaient étonnés de voir que je ne donnais pas forcément de punition suite à un conflit. Donc, j'avais vraiment besoin de vérifier auprès des élèves pour voir si chez eux c'était OK, cette façon de faire, si pour eux c'était réglé. Et je m'aperçois que souvent, plus les enfants sont jeunes, plus c'est rapide et plus ça se règle facilement. Voilà. Voilà ce que je note au quotidien. Voilà. Et là, dans mon rôle de directrice, parfois, je n'ai pas le temps de recevoir les enfants tout de suite. Donc, on a intégré dans notre projet d'école une feuille qui est proche de l'auto-empathie en CNV, c'est-à-dire on part des faits, on écrit ses ressentis, ses besoins, comment on pourrait éventuellement réparer. Et c'est un point d'appui pour régler les conflits dans l'école. Voilà. Tu partageais, si je peux me permettre, qu'effectivement, ça te permettait à l'enfant d'être déjà avec une forme de distanciation. Il avait pu un peu prendre de la distance par rapport à ses émotions très fortes pour pouvoir commencer à les poser lui, c'est ça, avant de te rencontrer quand tu n'avais pas le temps, c'est ça tout de suite. Je ne crois pas que Céline nous ait entendus. Non, non, non. D'accord. En fait, tu partageais qu'effectivement, cette feuille d'auto-empathie permettait une forme de mise à distance et à l'élève de revenir. Effectivement, quand je suis arrivée dans l'école, mes collègues m'amenaient les groupes d'élèves qui s'étaient battus, parce que quand je suis arrivée, il y avait pas mal d'histoires assez violentes entre les enfants. Et donc, je me retrouvais avec plein d'élèves dans mon bureau. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi de gérer tous ces enfants en même temps. Et cette mise en place, qui a été d'ailleurs suggérée par une de mes collègues, il y a 4 ans, vraiment permet de très vite d'apaiser les choses, puisque les enfants, une fois qu'ils ont exprimé par écrit leurs émotions, déjà, il y a quelque chose qui s'apaise et il y a vraiment une mise à distance. Et quand ils ont le temps de remplir cette fiche, eh bien, ils viennent dans mon bureau déjà bien calmes. Et là, on peut commencer la résolution du conflit pratiquement très rapidement. Voilà.
Autre chose que vous souhaitiez ajouter par rapport au conflit sur les... Moi, ce que je vois par rapport au conflit, c'est que ce qu'on constate, c'est que l'enfant, en fait, son premier besoin, c'est d'être entendu, en fait. Voilà, de pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé pour lui et d'avoir cet espace-là. Et je vois que même là, je suis en maternelle avec des 3-6 ans, et rien que de leur laisser cet espace de pouvoir dire, mais il y a déjà quelque chose pour eux qui s'apaise. Et c'est vrai qu'avant, moi, j'avais une façon de régler un peu les conflits. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ça, dis-lui pardon, nanana. Et je vois qu'à aucun moment, en fait, je prenais vraiment le temps d'écouter, mais qu'est-ce qui se passe pour chacun et de leur permettre aussi de régler eux. Et je vois quand je leur dis, OK, donc tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ah, mais il m'a dit ça, d'accord, pourquoi tu lui as dit ça? Ah, mais... Et du coup, de remonter un peu, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, moi, je voulais juste jouer avec lui. Ah, OK. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Je dis, ah bon, mais en fait, alors je fais, OK, la prochaine fois, comment tu peux faire au lieu de lui donner un grand coup pour jouer avec lui? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu pourrais pas lui demander, bah voilà, est-ce que tu veux jouer avec moi au lieu de le taper? Et du coup, elle a trouvé ensemble aussi d'autres façons d'être en lien, parce que souvent, il y a vraiment l'envie d'être en lien, et ben voilà, et je vais t'insulter ou je vais te donner une petite tape. Donc voilà, travailler sur ça, comment on peut faire autrement pour être en lien que ces façons de faire. Et également, de pouvoir entendre qu'est-ce qui s'est passé chez l'autre et qu'est-ce que ça lui a fait. Et moi, je vois que quand l'autre, il entend, mais moi, ça m'a fait trop de peine, en fait, ce que tu m'as dit, il y a quelque chose de la prise de conscience. Et il y a du coup quelque chose autour de la responsabilité. Tu vois, ça, tu m'as fait mal et c'est ce que tu m'as dit qui m'a touchée là. Et je vois que ça, il y a quelque chose qui se passe après. OK, comment tu peux réparer? Parce que, en fait, moi j'écoute les enfants, mais il y a très rarement l'intention de blesser, l'intention de faire mal. Donc, comment on peut passer au-delà de ça et voir, mais c'était quoi mon intention? J'ai pas voulu te faire mal et en fait, c'est arrivé et je suis tellement désolée, en fait. Et il y a quelque chose qui se tisse entre les deux enfants au niveau de la sécurité et de la confiance. Et également avec l'adulte qui ne va pas dire « Ah bah alors tu vas t'asseoir sur le banc parce que là, ça ne se fait pas. » Et là, l'enfant, il va être sur le banc à ruminer, à être en colère et tout. Mais non. OK. Et donc, de savoir que j'ai la possibilité de réparer, il y a quelque chose aussi pour moi qui se construit chez l'enfant de, voilà, ça arrive, des fois on est énervé, des fois on est en colère, mais j'ai la possibilité de réparer. Et pour moi, il y a quelque chose autour de l'espoir, en fait, dans la relation qui se construit. Et j'aime beaucoup voir ça. Merci. Merci. Et je rebondis juste sur ce que dit Mylène, parce que c'est vrai que pour l'avoir dit sans doute, et puis de l'entendre de temps en temps, quand on dit c'est pas grave, c'est rien, mais je me dis on ne prend pas du tout en considération l'enfant. Il est simplement le fait de s'arrêter, comme dit Mylène, c'est le considérer quelque part, qu'il soit pris en considération. Et parfois, une simple écoute suffit pour qu'il reparte. Et j'entends des collègues qui disent oui, mais ça va demander du temps, on n'a pas que ça à faire. Ça prend pas tant de temps que ça, en fait. Une fois qu'on a l'habitude, et que les enfants aussi ont l'habitude de fonctionner de cette façon-là, je dirais que ça se fait naturellement, de plus en plus naturellement en tout cas. J'ai envie d'ajouter une petite chose. En écoutant Mylène, il y a quelque chose qui m'est revenu et que je remarque notamment chez les enfants de CM1 et CM2. Dans la communication non violente, on parle beaucoup d'observation. Et j'ai remarqué combien cette partie observation de ce qui s'est passé contribuait à la résolution du conflit, notamment chez les plus grands, qui ont tendance à aller très vite vers l'interprétation. Et pour moi, ça a été souvent très précieux de les ramener à « mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ?» Et là, ah bah oui, voilà, il s'est passé ça et voilà, j'ai interprété. Et pour moi, c'est très important aussi de revenir à ce qui s'est passé, et je remarquais surtout avec les plus grands, voilà, ils passent facilement de l'observation à l'interprétation. Et juste le fait de se reconnecter avec ça, ah oui, non, il ne s'est pas passé ça exactement. Et moi, j'ajouterais avec tous les âges, pas que les plus grands en fait, l'importance d'être dans l'observation. Et du coup, moi, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Karine, de l'importance du temps que je vais passer, peut-être au début, mais ce que ça construit chez les enfants, moi, je vois, en fait, c'est OK pour moi de prendre ce temps, quoi. Parce que du coup, ils vont être moins en colère, enfin,
Ouais, moins en colère, ils vont monter en classe apaisés et le truc qu'ils auraient ruminé pendant des heures et que du coup ça va peut-être passer en classe, etc., bah, il n'existe pas parce qu'ils ont été entendus dans l'espace de récréation. Donc prenons ce temps quoi, pour les accueillir comme nous, on aimerait qu'on nous accueille quand il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager. Ouais. Et que ça répond aux exigences, j'ai envie de dire, de l'éducation nationale, c'est-à-dire que les enfants rentrent pleinement dans les apprentissages. Tous ces petits temps qu'on passe, ça rend plus disponible l'enfant. Donc, comme tu dis, ce n'est pas du temps perdu. J'ai une question complètement pratico-pratique de Nadia qui dit, mais ok, alors c'est plutôt pour Céline, est-ce que c'est déjà arrivé que des enfants refusent d'écrire sur la petite fiche d'autopathie et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, quand ils refusent d'écrire, eh ben, je prends un moment pour qu'on parle, parce que j'ai remarqué que les enfants en fait, qui refusaient d'écrire, souvent avaient envie plutôt d'un échange avec moi. Voilà. Donc, généralement, ça se fait à l'oral. Et si je ne peux pas le faire tout de suite, parce que je suis prise pour une chose ou une autre, et ben, je dis, ben, je viendrai te chercher dans ta classe à telle heure, et je vais chercher l'élève, et puis on prend un moment. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi que lorsque l'on fait les accords de groupe en classe, c'est aussi une notion, enfin un sujet qu'on aborde aussi. Si à un moment donné je déborde, je suis vraiment en colère, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc si c'est déjà en amont, on en a discuté, on a échangé, ben lorsque ça arrive, il sait qu'il a plusieurs stratégies possibles en fait et qu'il va choisir celle qui lui convient le mieux. Mais si on n'en a jamais parlé ou on n'a rien mis en place, ben c'est sûr que quand ça arrive, c'est plus compliqué à gérer. Merci. Alors, il y a pas mal de questions qui ont à voir avec la dynamique d'équipe. Est-ce que le fait d'avoir été formé à la CNV, finalement, ça ne fait pas stimulus auprès des collègues? Comment ça se passe dans votre équipe? Et alors déjà, on va voir déjà sur ces questions-là. Peut-être, Mylène, tu voulais démarrer? Je voyais que… Oui, bah, ça peut faire stimulus, hein. Ça c'est certain, parce qu'on fait vraiment des choses différemment. Voilà, on prend du temps pour accueillir les enfants. Moi, je prends du temps aussi par rapport aux parents. Et du coup, c'est vrai que ça crée un décalage avec d'autres collègues qui ne voient pas les parents, avec d'autres collègues qui punissent les enfants, qui leur font faire des lignes. Oui, ça existe encore. Euh, Et par rapport à comment les enfants ont de la joie à venir dans ma classe, je vois que ça peut faire stimulus. Et en même temps, je vois que je suis aussi avec mes collègues, voilà, j'essaye de ne pas être trop un stimulus parce que je vois que souvent c'est par rapport à l'envie qu'elles ont de contrôler, aux peurs qu'elles peuvent, aux peurs qu'elles peuvent avoir. Et du coup, j'essaye d'être dans le plus de douceur possible et de ne pas faire trop de prosélytisme. Voilà, je suis comme je suis. Et par contre, si elles ont des questions, bah voilà, moi c'est OK pour répondre et pour partager. Donc, j'essaye vraiment de pas trop, enfin voilà, d'être ce que je suis dans ma classe et du coup de pas leur dire, enfin je leur dis surtout pas, bah, ce que tu fais. Alors là, moi je suis tellement pas d'accord, etc. Moi, je dis pas que je le pense pas, mais je vois où ça vient me toucher. C'est tellement important pour moi de la façon d'accueillir les enfants. Et donc voilà, mais c'est vrai que ça peut être un stimulus et en même temps, si ça sort, voilà, moi je pense que j'ai les capacités aujourd'hui pour accueillir en fait, pour accueillir voilà la non-compréhension, pour accueillir la peur des autres et après je vais parler de moi. Je suis ok, j'entends, toi ça te va pas et en même temps, moi je vois ce que ça nourrit et je vais te partager ça quoi. Mais du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que je vois que du coup, moi, les enfants, je les garde qu'un an. Et en fait, quand ils ont des espaces où ils peuvent exprimer, et dans les classes supérieures, ils vont dire est-ce qu'on pourrait faire voilà, les règles de vie comme ça? Est-ce qu'on peut faire un petit espace où on peut se poser tranquillement? Voilà, ils vont être force de proposition aussi avec mes collègues. Et du coup, celles qui ouvrent un petit peu, c'est celles qui sont un peu dans l'élan d'accueillir. Et du coup, ça va créer voilà, des petites choses qui vont pouvoir être mises en place. Donc,
stimulus et en même temps, on peut dire peut-être un peu inspirant de temps en temps. Ok. Est-ce que l'une ou l'autre, vous avez envie de partager sur ce point? Moi, oui, je pense que je n'ai pas été comme Mylène à respecter le rythme de mes collègues au départ parce que j'ai senti un réel décalage. Mais je les ai remerciés un an après d'avoir accepté mes maladresses, d'avoir fait avec. Et c'est ce que me permet aussi la communication non violente, c'est d'être authentique. Et grâce à leur réaction aussi, j'ai évolué, j'ai progressé. Et avec leur accord, j'ai proposé moi rapidement aussi de vivre des choses parce qu'elles s'interrogeaient, se questionnaient. Et lors des conseils des maîtres, des réunions, en fait, on commence par des petits exercices, des petites choses, ne serait-ce qu'exprimer ses émotions, ce qui est important pour nous. Et c'est vrai que ça apporte de la détente. Et je vois des collègues tout excités, tout énervés. Oui, oui, on commence par un petit exercice et ça crée une autre dynamique dans les réunions. Et puis de poser aussi nos accords de groupe, en fait. Voilà. Entre adultes, on a posé des accords de groupe et qui sont utiles, comme pour les enfants, en fait. Céline, c'est aussi ton cas, puisque en tant que directrice. Oui, alors je rejoins Mylène et Karine sur différents plans, et notamment Karine par rapport à l'impatience. Notamment quand je suis devenue directrice d'école, j'avais tellement envie de partager la CNV, ça m'a tellement apporté, ça a été un soutien pour mon évolution, donc j'étais là à vouloir partager avec tout le monde. Et j'ai bien perçu très rapidement qu'il fallait voilà, qu'il valait mieux que je ralentisse. Donc, je me suis donné beaucoup d'auto-empathie et j'ai aussi beaucoup partagé au cours de mes différentes formations que j'ai faites depuis que je suis directrice. Et donc maintenant, je suis prête à accueillir si je suis un stimulus. Et en tout cas, ce que je note au quotidien, c'est qu'il y a des réflexions, des envies qui viennent à moi, qui vont dans le sens de la communication non violente, mais qui viennent à moi. Voilà, c'est plus moi qui qui veut absolument partager la CNV, et c'est dans ce sens-là où oui, j'ai peut-être été un stimulus dans le sens où j'étais impatiente avec une forte envie de partager ce qui était bon pour moi. Voilà. Et aussi, est-ce que tu peux parler des accords que tu as passés dans les conseils de maître? Oui, cette année, j'ai choisi de commencer l'année avec mes collègues avec des accords de groupe pour nos conseils des maîtres. Au début, mes collègues étaient un peu surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça dans les conseils des maîtres dans les écoles, et en même temps, ils ont participé. Et ce qu'on a mis, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est par rapport à la prise de décision. Pour moi, c'est très important que chacun puisse donner son avis, parce que j'ai remarqué les années précédentes que les personnes qui étaient plus à l'aise dans le groupe, avec des fortes personnalités, intervenaient énormément. Et finalement, les prises de décision étaient faites en fonction de ce qu'elles avaient partagé et dit. Donc, c'est un accord de groupe auquel je suis très attachée et que je respecte à chaque conseil des maîtres, en faisant un tour de table quand il y a une décision à prendre. Voilà. Alors, je sais que il y a des personnes plus réservées que d'autres qui osent plus ou moins. En tout cas, pour moi, c'est important de donner cet espace par rapport à toutes les décisions qui sont prises, parce que j'ai conscience que si les personnes ne s'expriment pas, eh bien, ça va avoir un impact. Si elles disent un oui un peu rapidement et que finalement, au fond, elles n'en ont pas envie. Voilà, c'est un impact sur nos relations, nous, entre collègues, et c'est un impact sur toute l'école et sur les élèves après. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de vivre des relations qui sont au service de nos élèves.
Alors, il nous reste 8 minutes. J'ai 2 questions qui me paraissent intéressantes. C'est les outils de gestion des émotions. Alors, de gestion ou d'accueil des émotions. On va voir un petit peu comment. Et puis, j'ai juste envie de dire sur les questions, pour les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, il y en a encore pas mal qui parlent de gestion des conflits, de colère, d'insultes sur les réseaux sociaux, etc. Et j'entends vraiment que pour les personnes qui participent, c'est un sujet qui est important, qui est brûlant. Et j'ai envie de vous dire aussi qu'on reviendra sur cette thématique pour en faire un focus. Et voilà, que c'est difficile pour nous de répondre à toutes ces questions, mais que je les entends, j'entends vraiment que c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, je vous invite à aller sur le site CNV, Déclic CNV Éducation. Vous aurez le programme des différents webinaires et nous avons un webinaire spécifique sur la colère, la médiation, le conflit. Voilà. Sinon, est-ce que l'une ou l'autre, vous pourriez nous partager comment vous faites en sorte que les émotions des enfants puissent être accueillies en classe? Vous voulez y aller? Moi, j'ai plusieurs petits rituels. Alors, le premier rituel, en fait, c'est la météo du matin. Donc, on prend 1 minute. J'appelle ça la minute de retour à soi. D'ailleurs, j'en ai fait un article dans le Café pédagogique, donc ils peuvent aller voir si vous voulez plus de détails. La minute de retour à soi, les enfants prennent un temps, ils sont guidés en fait, c'est un temps de centrage un peu guidé. Et voilà, et ils essaient de voir, voilà, comment c'est pour eux là maintenant. Est-ce qu'ils sont en colère? Est-ce qu'ils sont joyeux? Est-ce qu'ils sont tristes? Et ensuite, il y a un temps de partage. Donc, les personnes qui veulent partager, partagent. Et s'ils veulent dire, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont dans cette émotion-là, ils peuvent aussi la partager. Donc, ce temps-là leur permet en fait de déposer des choses, que ce soit de l'ordre de la joie ou de l'ordre de la tristesse ou de la colère, hein, et d'être entendu aussi par la classe. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, ça permet aussi l'empathie, en fait, que les autres voient où leurs camarades se trouvent aussi. Donc ça, c'était tous les jours, tous les matins. Ensuite, j'avais installé en fait dans un coin de ma classe, j'avais la chance d'avoir une grande classe, donc une tente à émotion qui en fait était une petite tente où les enfants pouvaient aller quand ils le souhaitaient pour s'apaiser. Donc, tout est très. Il y avait un cadre, donc il prenait un petit sablier de 10 minutes, il devait aller tout seul dans la tente. Quand le sablier était fini, si ça allait, il revenait en classe. Donc ça, c'était libre d'y aller. Et il y avait également une boîte à émotions qu'ils pouvaient prendre. Et là où il y avait, là, c'était plus dans le faire. Donc là, ils prenaient la boîte. Dedans, il y avait des mandalas, il y avait des petites balles anti-stress. Il y avait aussi un sablier parce que pareil, c'était 10 minutes. Des coloriages, des livres avec des images. Enfin, voilà. Des choses. On avait décidé ensemble qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans voilà, pour leur permettre de se calmer. Et tout ça, c'était libre. Il y avait une règle de temps, combien de temps on y est. Une règle de présence, on pouvait y être que tout seul. Et du coup, c'était vraiment disponible quand ils voulaient. Donc, ça n'a jamais été la cohue. Des fois, il y en avait deux qui voulaient aller dans la tente d'émotion. Du coup, l'autre, il y en avait un qui attendait. Voilà. Et puis finalement, le temps d'attente permettait que finalement, il n'y avait peut-être plus besoin. Et en fait, ça s'est toujours déroulé en fait, de manière assez fluide. Voilà. Et du coup, moi, quand je voyais les enfants qui étaient en colère, etc., moi, je leur proposais aussi, est-ce que tu veux aller dans la tente? Non. Est-ce que tu veux faire ci? Non. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Et des fois, ils trouvaient d'autres stratégies. Je me rappelle, il y en avait un, il me dit, je veux faire les cubes. Ok, fais les cubes parce que pour moi, en tout cas, un enfant qui est sous émotion, il peut pas être dans les apprentissages. Donc, ça sert à rien que je fasse, allez, fais ton travail. Moi, c'était pas ce que j'avais envie. Donc, qui prenait 10 minutes à construire ces petits cubes, voilà, il se calmait, puis après, il retournait au travail. Donc, vraiment, c'était vraiment bien. Et j'avais aussi tout un panneau, un poster où il y avait différentes stratégies quand j'étais en colère. Donc, on avait vu ça ensemble. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se construit, mais tout au long de l'année et petit à petit, quoi. En fait, c'est pas arrivé avec les outils tac, tac, tac. C'est OK, hop, on a commencé par la météo. Après, on faisait en situation quand un enfant était en colère. Voilà, j'essayais de voir avec lui qu'est-ce qu'il peut faire. Et on en parlait quand tout le monde était au calme aussi. Qu'est-ce qui vous aide en fait quand vous êtes en colère? Donc vraiment, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure avec le groupe.
Voilà pour moi. Et moi, je rajouterais simplement que j'ai rapidement, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était important aussi de tout de suite parler de ce qui était important pour eux quand ils étaient dans cette émotion, quels besoins ils avaient en fait. Donc, je peux utiliser aussi des cartes. Les cartes les aidaient parfois à prendre une carte comme si c'était, ils déposaient quelque chose en fait. Des cartes illustrées, différentes sortes de cartes. Mais c'est vrai que j'ai associé assez rapidement émotion et besoin en fait. Ça permettait de clarifier et de trouver quelle action, qu'est-ce que je faisais après qui allait pouvoir répondre à mon état, quoi. J'ai entendu aussi que vous mettiez des rendez-vous gratitude et que ça amenait beaucoup de paix dans la classe. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait bien partager cette initiative de manière concrète sur ce que vous faites concrètement pour cette gratitude ou célébration, ces moments de célébration en classe? Oui, moi, je veux bien partager. J'ai commencé à mettre des espaces ou des moments de gratitude dans une classe de CP parce que c'était une classe qui, à l'origine, vivait pas mal de conflits. Et une amie formée à la CNV, notamment en médiation, m'avait suggéré cette idée de mettre en place des moments de gratitude. Donc, très concrètement, on avait un panier dans la classe. Chaque enfant avait son étiquette avec son prénom. Et il y avait également la mienne. Et donc, une fois par semaine, on tirait chacun de notre tour une étiquette et pour exprimer de la gratitude envers un camarade ou, en ce qui me concerne, moi, envers un élève. Et un élève pouvait aussi exprimer de la gratitude à mon égard puisqu'il y avait mon étiquette. Alors, c'était moi qui commençais pour aussi donner un exemple aux enfants de comment on pouvait exprimer la gratitude. Et ça tombait toujours bien parce que ça tombait souvent des enfants qui avaient eu un conflit dans la semaine ou qui s'étaient un peu embêtés juste avant. Et voilà, ça permettait vraiment d'apaiser le groupe. Voilà. Donc, j'ai vécu ça avec des élèves de CP et il se trouve que je les ai retrouvés 2 ans après en CE2 et je leur ai demandé ce qu'ils avaient envie qu'on fasse, quel rituel, etc. Et ils m'ont demandé ce moment de gratitude. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut reprendre ça, ce qu'on faisait en CP voilà. Donc, vraiment un moment d'apaisement et de joie dans la classe. Voilà. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais juste rappeler que j'ai eu pas mal de demandes aussi dans les questions-réponses. Des personnes qui aimeraient avoir des outils. Je vois que c'est ces questions de gestion des émotions, gestion des conflits, accueil des conflits, même si c'est dit gestion. Et comment on fait avec des personnes en colère. Donc, beaucoup de questions par rapport à ça. Je rappelle que les formations, il existe des formations spécifiques. Les outils seuls, c'est difficile peut-être de les utiliser comme ça. Je crois que, je ne sais pas qui, l'une ou l'autre, vous pouvez peut-être témoigner sur ce point-là. Ouais. Moi, je veux bien parce que ça m'a… Par exemple, ma petite tente à émotion où les enfants pouvaient aller quand ils voulaient, quand ils ne se sentaient pas bien. En fait, j'étais en mi-temps annualisée, donc j'ai une autre enseignante qui a pris ma classe. C'est devenu la tente à punition. Donc, en fait, c'est elle qui leur disait « va te calmer là-bas ». Et du coup, ça a perdu toute l'intention en fait qu'il y avait, que c'était un endroit pour que l'enfant, justement, en autonomie, puisse prendre soin de lui et s'apaiser, quoi. Par exemple. Ok. Et moi, je peux entendre qu'on ait envie d'avoir des outils parce que je l'entends souvent, le besoin d'outils directement. Et en fait, comme tu le dis, pour moi, la première chose, c'est quand même un changement dans sa posture. On peut partager après des choses, mais ça nécessite vraiment quand même à un moment donné de nous-mêmes, j'ai envie de dire, de se prendre en main et de se former, de prendre ce temps-là, en fait. Pour moi, c'est indispensable. Ou d'être sensibilisé, mais ouais. Parce que des outils comme ça m'est arrivé de donner, et je me suis rendu compte que non, parce que ça peut être utilisé tout et n'importe quoi, enfin, pas correctement, j'ai envie de dire. En tout cas, pas dans le sens que tu trouves au service de tes intentions pédagogiques. Ouais. Oui, parce que c'est un ensemble, en fait, quelque part. C'est pas simplement j'applique, j'utilise des cartes, c'est qu'est-ce que moi aussi je vais donner à voir et comment je vais réagir dans les différentes situations. Et ça se fait tranquillement au fil du temps aussi.
Oui, et puis vous voyez que les outils, vous les co-construisez, qui sont le fruit de votre créativité, de la créativité aussi, de votre inspiration, de votre relation avec les enfants. Oui, et en même temps, je pense que c'est important aussi de partager à un moment donné, parce que quand on a été formé, et ben après, il peut y avoir des groupes de pratique ou d'échanges où on peut partager nos expériences et puis s'entraider et avoir des pistes aussi. Ça ne veut pas dire ne pas coopérer ensemble du tout, hein, mais dans un premier temps, donner des choses comme ça toutes faites, pour moi, c'est un petit peu dénué de sens. Mais ce n'est que mon point de vue. En tout cas, le but du webinaire, c'est aussi de partager sur ce que ça nous a apporté et peut-être quelques trucs. Et je vois qu'il est l'heure. Largement, en tout cas, je vous remercie vraiment toutes les trois pour ces partages. Ça a été joyeux pour moi de vous entendre et de partager. Et j'espère que ça l'a été aussi pour les personnes qui nous ont suivis. Donc, il est l'heure de nous dire voilà, que c'est la fin de Merci à toi aussi. Ce premier webinaire qui nous a un petit peu causé du stress parce que c'est le premier. Il y en aura d'autres. Des personnes aussi m'ont demandé le programme. Donc, il est en ligne sur le site CNV Déclic Éducation. Donc, je vous invite à vous y référer. Et puis, si vous avez envie de poursuivre, de voir aussi les formations qui sont proposées. Donc, merci à Karine, merci à Céline, à Mylène, et puis un grand merci aussi à Christophe qui assure la technique. Et je vous dis merci et à tout bientôt.